Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous accorder la prochaine heure, tandis que nous allons décortiquer, analyser, décomposer l'actualité politico-socio-haïtienne. Bon. Nous sommes déjà rendus presque à la fin du mois de janvier, donc dans 3 semaines tout au plus, le CPT devra quitter le pouvoir. Je pense qu'il n'est pas trop tôt de nous poser la question des raisons qui expliquent l'échec total, l'échec absolu, l'échec incontestable du CPT. C'est d'autant plus incontestable que les membres du CPT, donc les premiers concernés, avouent avoir échoué. Même ceux qui les ont portés au pouvoir conviennent de l'échec. En sorte que si nous ne voulons pas reproduire le même échec, nous avons la responsabilité, en tant qu'Haïtiens, nous avons comme responsabilité en tant qu'influenceurs de nous poser la question des raisons qui se cachent derrière l'échec du CPT. Donc nous allons tenter de poser un diagnostic cru sur le mal de l'échec du CPT, plonger dans les circonstances qui ont conduit ces gens-là au pouvoir, entrer dans leur mode de fonctionnement et nous dire, sincèrement, crûment, les vérités qui expliquent leur échec. Et tout ceci, viens de vous le dire, c'est pour éviter qu'on ne reproduise les mêmes échecs. Car je sens un glissement là, à l'approche du 7 février, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes tractations qui ont
donné naissance au CPT, eh bien, se reprennent en ce moment. Et rien, malheureusement, n'interdit aux acteurs de nous redonner, de nous refiler la même formule, mais avec de nouveaux visages. Comme si le problème était seulement la personnalité de ceux qui composent le CPT. Bien sûr que leur profil personnel joue, bien sûr que leur profil personnel sert ou dessert la cause, mais il ne suffit pas de changer les visages, il ne suffit pas de changer les noms. Il faut se poser crûment la question, mais pourquoi les membres du CPT ont-ils échoué? Ça va être une émission, ma foi, vraie, une émission authentique, on va se dire les vraies choses. Mais déjà, pour vous inciter à la réflexion, je vais vous rappeler deux phrases. Une phrase qui a été dite publiquement, une autre qui m'avait été confiée, mais que j'ai déjà partagée avec vous. Et nous irons à la pause. Et pendant la pause, je vous inciterai à vous poser la question de l'adéquation. Je vous inciterai à vous poser la question de la vérité possible qui se cache derrière ces deux phrases. La première phrase, elle vient de Jean-Claude Duvalier. Bon, vous me voyez rire. Jean-Claude Duvalier n'est pas connu pour avoir été un bon gestionnaire de l'État. Franchement, pour moi, Jean-Claude Duvalier, c'est un jouisseur. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne fut point entouré de quelques ministres ou de quelques grands fonctionnaires qui soient démunis de toute compétence. Loin de là. L'équipe de Jean-Claude Duvalier était composée de ministres capables. Mais quand on dit capables, est-ce qu'ils étaient honnêtes? Est-ce qu'ils étaient de grands serviteurs de l'État? C'est autre chose. Ma réponse tend plutôt à dire non. Donc, non, Jean-Claude Duvalier n'est pas crédible, je suis d'accord avec toi, avec vous, mais la phrase qu'il a lancée me paraît pertinente, tandis que nous allons projeter des rayons X sur le mode de fonctionnement du CPT afin de comprendre pourquoi il n'a pas fonctionné. La phrase de Jean-Claude Duvalier, la voici. Vous vous souvenez quand il a atterri en Haïti, je pense que c'était un dimanche. Nous sommes dans un contexte post-tremblement de terre et Jean-Claude Duvalier revient. Et la première phrase qu'il a lancée, c'était « Mais qu'avez-vous fait de mon pays? Qu'avez-vous fait de cette terre de Dessalines ?» C'est curieux, quand on tient compte du fait que Jean-Claude Duvalier est un ancien président, avec son père, il a géré le pays pendant 29 ans et la gestion de Jean-Claude Duvalier n'est pas reluisante. Mais disons-le franchement, disons-le nettement, quand on compare la gestion jean-claudienne ou la gestion duvaliérienne du pouvoir à la gestion du CPT, en ce moment-là, c'était pas le CPT, c'était René Préval, mais il a raison de nous poser la question, mais qu'avez-vous fait de ce pays de Dessalines? Qu'est-ce que les dirigeants ont fait de l'héritage de Dessalines? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Mais nous avons aussi, nous en tant que citoyens, nous avons aussi notre part de responsabilité. Que voulons-nous faire de ce pays? Bien sûr que notre part de responsabilité n'est pas aussi grande que celle de ceux et celles justement qui ont géré le pays, mais nous ne pouvons pas nous contenter de regarder passivement, de regarder en silence ces dirigeants se succéder les uns aux autres en nous disant, écoutez, ce pays-là est vraiment malchanceux.
nous devons faire quelque chose pour arrêter cette chute vertigineuse. Nous devons faire quelque chose pour arrêter, ma foi, cette hémorragie. Ce pays-là ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Donc, la question de Jean-Claude Duvalier me revient, tandis que je présente cette émission. Mais qu'avons-nous fait de ce pays de Dessalines? Et la deuxième question, au fait, c'est plutôt une affirmation qui m'a été lancée comme ça, en plein visage, par quelqu'un qui s'était mêlé de la gestion haïtienne en tant qu'étranger, parce que c'était un représentant d'une organisation internationale, c'est Edmond Mulet. Nous le savons, Edmond Mulet était très présent dans l'Haïti post-séisme. Il était représentant de l'ONU et il était de tous les fronts pour mettre sur pied des organisations en vue d'aider Haïti, suivez mon regard, et il était surtout présent dans l'organisation des élections qui allaient porter au pouvoir, on le sait maintenant frauduleusement, Michel Martelly. Et après le tremblement de terre, j'ai eu l'occasion de présenter 2 fois plutôt qu'une des conférences avec Edmond Mulet. Une fois c'était en Floride, mais une autre fois c'était à Montréal. CPAM organisait une conférence sur les causes du tremblement de terre et surtout comment on peut faire pour tirer les leçons qui s'imposent. Et dans un échange que j'ai eu avec Edmond Mulet, il m'a dit ceci, et je vous lance ça comme question. Pour lui, c'était une affirmation. Et il me dit, Jean Fils-Aimé, je crois que les Haïtiens ont un chromosome autodestructeur. Oui, c'est une gifle, c'est un camouflet, je comprends votre réaction, et les propos peuvent être assimilés, ils sont même peut-être assimilables à du racisme. Est-ce que les Haïtiens ont un chromosome particulier qui serait un chromosome autodestructeur? Notez que ce n'est pas la première fois qu'un étranger fait ce type de déclaration. Il y avait cet ambassadeur américain qui une fois a dit, écoutez, les Haïtiens ont un chromosome de moins, celui de l'unité, et un chromosome de plus, celui de la division. Bon. Encore une fois, quand ça vient d'un ambassadeur américain, ce n'est point étonnant. Est-ce que nous n'avons pas un chromosome d'union? Cela ne s'avère pas dans notre histoire, du moins pas dans notre histoire pré-indépendance. Nous avons fait preuve d'union pour bouter dehors les Français, les Anglais, les Espagnols, mais est-ce qu'une partie de cette phrase, du moins, ne s'avère pas quand on regarde l'histoire politique post-indépendance haïtienne? En tout cas, lui, l'ambassadeur, il avait dit que nous avons un chromosome de moins, le chromosome de l'unité, et un chromosome de plus, celui de la division. Edmond Mulet, qui est un diplomate étranger, donc qui a travaillé avec d'autres ambassadeurs en Haïti, a sûrement avoir entendu cette phrase, et il l'a formulée autrement. Et il a dit... Je crois, Jean Fils-Aimé, que les Haïtiens ont un chromosome autodestructeur. Il dit, écoutez, peu importe les opportunités qui leur sont offertes, peu importe les circonstances favorables ou pas dans lesquelles ils sont appelés à collaborer, à travailler, vous pouvez vous attendre dans les instants qui suivent ces opportunités, vous pouvez vous attendre à un acte presque collectif autodestructeur. On a souhaité pendant plus de 2 ans le départ d'Ariel Henry. Quand on dit « on », la plupart des Haïtiens, moi le premier, les politiciens le souhaitaient. Et j'ai encore à la mémoire ces diverses entrevues que Fritz Alphonse Jean, alors représentant du Montana, Voltaire, enfin Leslie Voltaire,
membres de la haute direction du parti Lavalas. J'ai encore en mémoire leurs diverses entrevues. J'ai les entrevues en mémoire d'Edgar Leblanc, qui souhaitait le départ d'Ariel Henry en disant que, écoutez, les problèmes auxquels Haïti est confronté aujourd'hui sont d'ordre de la gouvernance. Et franchement, je n'ai pas de cours de gouvernance à faire à un monsieur comme Fritz Jean, doctorant en économie, ancien gouverneur de la banque centrale d'Haïti. Je n'ai sûrement pas de cours de gestion de l'État à offrir à un monsieur comme Leslie Voltaire, qui a été au moins 2 fois ministre et conseiller présidentiel avec rang de ministre. Je n'ai sûrement pas de leçons d'expérience de la gestion de l'État à offrir à un monsieur comme Edgar Leblanc, qui était président du Sénat. Et donc, on était en droit d'espérer qu'avec ces gens-là à la tête de l'État, mais il y aurait un début de commencement d'une nouvelle gouvernance. Pourtant, 2 ans après leur passage au pouvoir, notez qu'ils y sont encore, du moins jusqu'au 7 février, Leslie Voltaire a confirmé qu'il ne resterait pas au 8 février, nous devons nous poser la question de cette nouvelle gouvernance. On l'attend encore. Voilà des gens qui marchaient, qui souhaitaient de toute leur force le départ d'Ariel Henry. Le départ d'Ariel Henry leur a été offert sur un plateau, il n'y était pour rien. Les États-Unis d'Amérique, à qui on reproche d'intervenir dans les affaires de l'État avec raison, eh bien, nous ont donné un petit coup de main cette fois-ci, les États-Unis de Ben Laden, de Joe Biden. Le lapsus ici est peut-être révélateur de quelque chose, diraient les Freudiens. En tout cas, les États-Unis de Joe Biden, les États-Unis du secrétaire d'État de Biden, nous ont offert un cadeau. Ils ont littéralement pris en otage. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la prise d'otage de Maduro n'est pas la première forfaiture des États-Unis dans ce sens-là. Ils ont pris en otage Ariel Henry, donc ils l'ont arrêté, ils l'ont gardé dans un endroit inconnu à Puerto Rico, jusqu'à ce que le CPT soit mis en place. Parce que le CPT était incapable de faire partir Ariel. La population, même si elle souhaitait le départ d'Ariel, était démotivée. La population n'était point dans la rue pour réclamer le départ d'Ariel. Donc voilà une opportunité qui nous est servie sur un plateau d'argent pour transformer un gouvernement intérimaire en un gouvernement de transition, c'est-à-dire un gouvernement qui nous permettrait de passer du point A au point B. Et 2 ans plus tard, on en est à se demander où est cette nouvelle gouvernance. Les membres du CPT ont pris le temps, ils ont mis 1 mois pour rédiger un accord. Mais quel accord? J'y ai consacré une émission entière pour dire, écoutez, c'est un bel accord, tout est dedans. Pourtant, sitôt installé, ils l'ont déchiré cet accord, ils en ont fait un torchon. Qu'avons-nous fait de ce pays? C'est la question de Jean-Claude Duvalier. Mais l'autre question, beaucoup plus lancinante et peut-être beaucoup plus pertinente, en tout cas elle porte à réflexion, avons-nous un chromosome quelconque, un chromosome autodestructeur, un chromosome d'incapacité en vertu duquel nous ne pouvons rien faire de solide, rien faire de durable, du moins collectivement. Je vous pose la question et derrière cette question, ma motivation, c'est de tenter de comprendre les causes de l'échec du CPT. À tout à l'heure, les amis. Vous connaissez le rituel. Je vous offre
de prendre une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, de thé, hein, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'est posé 2 questions. J'ai pris le temps de lire quelques réactions. C'est vrai que l'affirmation de Muller est venue nous chercher. Avons-nous un chromosome autodestructeur? Bon, à chacun le droit d'y formuler la réponse qui lui plaît. Mais revenons à notre sujet de départ, là. Revenons à notre sujet de départ. Qu'est-ce qui explique l'échec du CPT? Pourquoi le CPT n'a rien fait? Si vous prenez là, comme font les comptables, une feuille, et que d'un côté, vous inscriviez actif, de l'autre côté passif, donc crédit débit, là, vous ne verrez rien du côté de l'actif, du côté des crédits. Les membres du CPT n'ont rien fait qui soit considéré comme de l'actif. Ils n'ont que du passif. D'ailleurs, eux-mêmes le savent. En ceci, ils ont battu tous les records d'incapacité, tous les records d'incompétence. Donc, je vois, j'entends, je participe à quelques tractations en vue de faire quelque chose après le 7 février, mais si nous ne voulons pas reproduire les mêmes échecs, mais nous devons nous arrêter un instant. Nous ne nous imposons pas souvent le devoir de faire ça. Nous devons prendre le temps, nous arrêter et nous dire, mais pourquoi ça n'a pas marché avec le CPT? Alors, commençons dès le commencement. Nous reprochons avec raison, moi le premier, l'ingérence de la communauté des Blancs malveillants dans nos affaires. Mais ayons le courage de le dire. Nous n'avons aucune institution dans ce pays parce que, malheureusement pour nous en Haïti, les hommes sont plus forts que les institutions, alors que dans un État, dans l'État qui est un ordre juridique, pour parler ainsi, les institutions devraient être plus fortes que les hommes. Mais malheureusement, chez nous, les hommes ont tout fait pour être au-delà des institutions. En sorte que, on va le dire là, nous n'avons aucune institution qui soit suffisamment forte comme institution médiatrice pour s'imposer, ou du moins pour imposer un consensus quand il y a une crise politique, quand il y a une vacance présidentielle avec l'assassinat de Jovenel. Et il va y avoir une autre vacance présidentielle au départ du CPT le 7 février. Nous devons le reconnaître malheureusement. Nous n'avons aucune institution qui puisse s'imposer comme institution médiatrice pour dire
voici ce qui doit être fait au départ du CPT. Nous n'avons rien comme ça. Pour quelle raison? Pas parce que sur papier, nous n'avons pas une bonne constitution, pas parce que sur papier, nous n'avons pas une cour de cassation et toutes les autres institutions, mais la vérité, c'est que nous avons toujours foulé aux pieds nos institutions. On va dire, ah, mais constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fer. Donc la constitution, c'est du papier, on s'en fout, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui compte vraiment, c'est la force. Bon. En sorte que, quand il doit y avoir passation de pouvoir dans ce pays, nos forfaitures sont telles que des étrangers doivent intervenir pour nous dire quoi faire. Ce n'est pas une nouvelle heureuse, mais il faut être réaliste. Vous pensez qu'Ariel serait parti si Anthony Blinken, alors secrétaire d'État de Joe Biden, n'était intervenu pour le faire arrêter, n'est-ce pas, l'enfermer quelque part à Puerto Rico en attendant que le CPT soit installé? Mais parlons du CPT. Vous pensez qu'il y aurait CPT si, là encore, les États-Unis, se servant de l'OEA, n'avaient fait appel à la CARICOM, des personnalités éminentes, pour nous inviter à Kingston, discuter de nos affaires nationales en vue d'une sortie de crise? Vous notez qu'aussi longtemps que des nationaux tentaient de discuter en Haïti avec Ariel, Ariel n'écoutait pas et les nationaux ne s'entendaient pas sur le quoi faire. Nous avons un mal terrible, les amis. Ariel fonctionnait comme bon lui semblait. Il y est allé avec une espèce de formule hybride dans laquelle il a nommé Mirland Manigat, je ne me rappelle plus le nom de cette institution, en vue de réformer la Constitution. Je pense que c'était le Haut Conseil présidentiel. Mais ce Haut Conseil présidentiel n'avait que le pouvoir de faire des recommandations à Ariel qui n'était que Premier ministre. Mais aussi longtemps que c'est Ariel et les nationaux qui tentaient de trouver une solution, de solution, il n'y en avait point. Montana avait fait quelque chose assimilable à du bien, mais le truc de Montana, on va l'appeler ainsi, au terme duquel Fritz Jean est sorti gagnant, n'a jamais su s'imposer parce que nous n'avons pas en Haïti de mécanisme pour forcer quelqu'un qui est au pouvoir à laisser le pouvoir. Et quand il y a vacances institutionnelles, quand il y a vacances au niveau de la tête de l'État, il n'y a aucune institution qui s'impose. Bon, bien sûr, vous allez me parler de Cour de cassation, mais personne ne prend au sérieux les juges de la Cour de cassation, parce que celui qui les avait nommés les avait mal nommés, Jovenel Moïse. Et non seulement les avait-il mal nommés, mais il est allé les dénigrer sur un plateau de télévision en France en disant même ces juges sont des juges malhonnêtes. Vous vous souvenez de cette scène de vaudeville, donc une scène burlesque, quand le très détestable André Michel, à l'approche du 7 février, je pense, 2021, ça remonte déjà à 5 ans, est allé chercher un membre de la Cour de cassation pour l'entraîner à devenir président. André Michel a écrit le discours, il a montré à ce juge de la Cour de cassation comment livrer le discours et quelqu'un a eu l'inélégance d'enregistrer à son insu le discours et de le balancer sur les médias sociaux. Et on a vu qui était derrière ça, c'est André Michel. Ce même André Michel qui s'est recyclé avec le pouvoir d'Ariel Henry, qui s'est recyclé dans la formule du CPT et qui dit à tout le monde qu'il sera candidat. Autant dire, à bien des égards,
les politiciens véreux en Haïti ont la couenne dure. Bon. Alors, aussi longtemps que la communauté des nations malveillantes, ce qu'on appelle la communauté internationale, n'était intervenue pour dire « je vais vous donner l'opportunité de faire quelque chose pour vous-même », personne n'était en mesure de le faire. C'est déjà le premier constat. Nous avons tué, nous avons détruit nos institutions, en sorte que quand il y a crise, quand il y a vacances institutionnelles, il n'y a aucune mécanique qui puisse intervenir pour dire voici ce qui doit être fait et voici ce qui va être fait. Il a fallu qu'on nous invite à faire nos petits tours à Kingston, à la Jamaïque, à aller danser. On a vu des politiciens qui ne pouvaient pas se sentir en peinture en Haïti, aller danser, main dans la main, danser du reggae à Kingston, dans un hôtel, parce qu'on leur donnait à manger, parce que l'hôtel était, n'est-ce pas, confortable, et parce que surtout, ils étaient convoqués par des étrangers. C'est ça notre drame. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Et je vais vous le dire, à l'approche du 7 février 2026, là, il n'y a rien qui puisse être fait si l'équipe qui sera mise en place ne bénéficie. Je vous regarde dans les yeux pour vous le dire, là. Je suis très nationaliste, je suis très patriote. Vous n'en douterez point. Mais je suis aussi très réaliste. Il n'y a rien qui puisse se faire au-delà du 7 février ou le matin du 8 février si l'équipe qui cherche à se mettre en place ne bénéficie d'un coup de main de cette même communauté internationale malveillante et décriée avec raison. Parce que c'est notre histoire, ça. Il n'y aurait pas de CPT si les États-Unis d'Anthony Blinken ne s'étaient mêlés en passant par l'OEA et surtout en passant par la CARICOM. Donc, pour permettre la mise en place du CPT, les États-Unis, détestables quant à moi, et ce n'était pas les États-Unis de Donald Trump, c'était les États-Unis de Joe Biden. Les États-Unis d'Anthony Blinken ont dû arrêter Ariel Henry. Quand je vous disais que l'histoire est un perpétuel recommencement, puisqu'il s'agissait d'Haïti, ça n'a pas fait les manchettes. Puisqu'il s'agissait de démocrates, du Parti démocrate, eux, ils ont un mode opératoire un petit peu plus soft. J'ai déjà dit des démocrates, c'est des gens qui peuvent vous tuer, ils vous empoisonnent, mais en riant. Barack Obama a déporté beaucoup plus d'immigrants que Donald Trump n'en a fait jusqu'à présent. Mais il les déportait sans créer une ICE, une police d'immigration. Il les déportait sans que les médias n'en fassent des choux gras. Mais c'est la même merde, hein? En ce qui a trait aux petits pays, c'est quand même le Parti démocrate de Joe Biden, du très vieux et sénile Joe Biden, qui n'est pas plus sénile, remarquez que Donald Trump. Donald Trump est peut-être plus vigoureux, la nature l'a peut-être doté d'un physique beaucoup plus fort, mais c'est un sénile aussi, là, c'est un imbécile, en tout cas Donald Trump. Mais c'est le Parti démocrate au pouvoir avec Joe Biden et Anthony Blinken qui ont kidnappé Ariel Henry, qui l'ont arrêté
Et faites-moi confiance, Ariel Henry ne peut pas laisser les États-Unis là. Ils l'ont arrêté et ils ont dit aux politiciens haïtiens, vous vouliez le remplacer, je vous offre l'occasion. Et là, les diverses parties prenantes du CPT, donc les divers partis, parce qu'il y a les partis ES qui ne sont pas nécessairement des partis politiques. Montana n'est pas un parti politique, c'est une espèce de nébuleuse ou mosaïque de diverses organisations. Donc les diverses parties prenantes du CPT se sont réunies pour produire un accord. Et c'est un bel accord sur papier. Voici la feuille de route. Voici les grands chantiers qui doivent être abordés pendant cette transition de 2 ans. Nous devons avoir une conférence nationale. Et surtout, ils ont dit, écoutez, il nous faut un contre-pouvoir. Et j'ai été dans cet accord-là consulté à plusieurs reprises pour la rédaction. Et si vous prenez le temps de lire mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée, aussi on recommençait, eh bien, j'avais dans ce livre-là proposé un plan de transition et l'accord du 4 avril a puisé là-dedans lorsqu'on parle de commission de contrôle de l'action gouvernementale. Mais c'est un fait, il ne peut pas y avoir de pouvoir sans contre-pouvoir. Autrement, le pouvoir va verser dans l'arbitraire ou bien dans l'absolutisme. Et donc les gens ont pris le temps de rédiger un bel accord. Oui, nous allons être le pouvoir exécutif, mais nous devons nommer des gens indépendants pour être le contrôle de l'exécutif. Ils ont prévu de former un Conseil national de sécurité pour réfléchir, n'est-ce pas, à cette peste de l'insécurité. Waouh! Le CPT ne serait pas parvenu au pouvoir, n'était un coup de main de la communauté malveillante, n'était le kidnapping d'Ariel. Mais si, c'est triste à dire, mais c'est vrai, si l'ambassadeur du Canada accrédité à Port-au-Prince, si le chargé d'affaires des États-Unis accrédité à Port-au-Prince ne s'était mêlé de notre vie nationale pour dire au CPT, votre mandat, il n'y a pas de mandat, mais vous devez laisser le pouvoir au 7 février, faites-moi confiance, il serait resté. Donc, quand on dit, écoutez, notre souveraineté, nous devons faire le triste constat que nous n'avons plus de souveraineté. C'est un premier constat triste. Nous devons faire un deuxième triste constat. Nous avons perdu notre souveraineté par notre faute. Ah oui, bien sûr. Et nous ne sommes pas prêts à la recouvrer, cette souveraineté, encore une fois, par notre faute. Donc j'ai fait 3 constats tristes. Je viens de poser 3 diagnostics crus. 1, nous avons perdu notre souveraineté. Il n'y a rien qu'Haïti puisse décider par elle-même. Je ne m'en réjouis pas quand je le dis. Quand les gens disent ça, ah ouais, nous sommes souverains, mais vous faites de la fanfaronnade et c'est malhonnête de faire ça. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas prendre le pouvoir là souverainement. Vous devez négocier avec vos tuteurs. Je ne les aime pas plus, mais je constate, pour moi, les États-Unis, le Canada, la France, c'est comme l'iceberg, là. Vous faites une croisière, vous êtes sur mer, et puis il y a un iceberg. Mais vous ne demandez pas à l'iceberg de se déplacer, mais tout le monde va dire, mais vous êtes un con ou quoi? Vous négociez un passage autour de l'iceberg. Vous essayez de le contourner, mais l'iceberg est là. Donc, premier constat, cru, nous n'avons pas de souveraineté. Deuxième constat, nous l'avons perdu par notre faute. Et troisième constat, nous ne sommes pas prêts à la recouvrer par notre faute. Si vous doutez de moi, au 8 février, si jamais il y a quelque chose qui se fera,
la seule chose dont on soit sûr qui se fera, c'est qu'il n'y aura plus de CPT. Mais formule de remplacement ou pas de CPT, c'est l'international qui va, sous couvert de négociations avec des nationaux, c'est l'international qui va l'imposer. Bon alors, on s'intéresse aux causes de l'échec lamentable, de l'échec scandaleux du CPT. Mais ces gens-là ont échoué malgré le fait qu'ils s'étaient donné un bel accord. Donc ne me dites pas, mais ils ont échoué premièrement parce que, mais c'était pas clair leur affaire. Non, c'était clair. Je peux vous le dire que c'était clair. Ils avaient un accord. Allez relire l'accord du 3 avril, tout est dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire, la feuille de route, qui doit constituer un contre-pouvoir, en matière de sécurité, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons procéder à la nomination de Premier ministre, et comment le Premier ministre doit procéder pour nommer un gouvernement. Tout est dedans. Sitôt fait, ils l'ont déchiré. Première raison d'échec. Et ne me dites pas, c'est l'international. Ça, non. Vous savez que je ne prends pas langue avec l'international. Mais il ne faut pas accuser l'international à tout bout de champ non plus, là. Je peux vous assurer que lorsque le CPT s'est installé, que le CPT a mis en place son mode de fonctionnement, les ambassades ne sont pas intervenues. Les ambassades savaient que le CPT allait échouer. Et elles se sont dit à elles-mêmes, regardez, nous n'allons pas intervenir, nous allons les laisser, ces gens-là, faire la démonstration de leur incapacité. Et la première démonstration de leur servitude qu'ils nous ont offerte, ces membres du CPT, c'est lorsqu'ils n'ont pas voté, lorsqu'ils ont couronné. Vous vous souvenez? Lorsqu'ils ont couronné Koning, Gary Koning. Comment ils ont couronné Gary Koning et pourquoi? Il a fallu que Gary Koning leur donne l'impression qu'il est l'homme de l'ambassade américaine. Il a fallu que Wendell Theodore, de Métropole, de Télémétropole, invite le chargé d'affaires américain sur son plateau, qui lui demande, mais quelles sont les attentes de l'ambassade américaine vis-à-vis du futur Premier ministre, pour que l'ambassadeur dise, écoutez, nous, aux États-Unis, on s'attend à ce que le Premier ministre soit quelqu'un qui ait de l'expérience en matière de gestion de l'État, une certaine expérience internationale, et les membres du CPT ont compris, ça c'est un code. L'international veut qu'on élise Gary Koning, donc nous allons faire mieux que l'élire, nous allons le couronner. Ils n'ont même pas considéré le CV de Koning, ses défaillances, ses incapacités, ils l'ont nommé. Pas parce que l'international l'a imposé, mais parce que eux, les membres du CPT, ils ont perçu dans l'entrevue de l'ambassadeur américain à Wendell Theodore un code de la volonté des États-Unis. Ils ont dit, écoutez, nous devons faire ce que les États-Unis nous demandent, donc au diable notre accord. Donc, il n'y a pas eu d'études systématiques, des dossiers de candidature. Donc, quand on fait la nomenclature des causes qui expliquent l'échec du CPT,
il y a leur servitude. C'est tellement humiliant pour des gens qui vous donnent l'impression d'être des gens solides, non. Leslie Voltaire, qui lançait cette phrase tel un fanfaron, écoutez, à mon âge, je ne peux plus avoir peur de mourir, eh bien, je dois solliciter l'aide en vue d'aider Haïti de quelque endroit qu'elle vienne. Mais on a découvert que rapidement, Leslie Voltaire va avoir d'autres motivations dont on va parler tout à l'heure. Donc, vous voyez, le CPT a échoué premièrement parce que le CPT a choisi sciemment de mettre de côté le si bel accord qui aurait pu faire réussir la transition. Et ça, c'est un mal haïtien. Hein? Aussi longtemps qu'on n'est pas encore au pouvoir, on a les plus beaux accords, les plus belles constitutions. Waouh! Les plus beaux manifestes. Mais quand on parvient au pouvoir, on met tout ça de côté. Alors là, si on ne veut pas reproduire le même échec, après le 7 février, il faudra non seulement prévoir un accord comme ça, mais mieux. Les juristes vous disent, écoutez, la grande différence entre une règle de droit et une règle de politesse, une règle morale, c'est la sanction qui doit frapper la personne qui ne respecte pas la règle de droit. Si on se donne un accord, cet accord doit être pour nous une règle de droit et il faut qu'il y ait des sanctions qui soient prévues si on ne la respecte pas, cette règle-là. Mais ça, les gens du CPT ont mis eux-mêmes de côté leurs propres lois, leurs propres contrats et cela n'a été frappé d'aucune sanction. Il faut prévoir, là, dans ces tractations qu'on est en train de faire, mais si on ne respecte pas notre propre accord, il faut qu'il y ait une autre organisation, une autre entité, appelez-la comme vous voulez, qui soit en mesure de punir les gens de l'exécutif, de les démettre de leurs fonctions s'ils ne respectent pas ce qui est inscrit dans l'accord. Car les amis, je vais vous livrer ma pensée là. En quoi cela va nous être utile si on part en élection en juillet prochain ou en août? Qui allons-nous avoir là? On va avoir Claude Joseph qui est accusé d'avoir trempé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Qui va-t-on avoir? On va avoir Moïse Jean-Charles qui est corrompu jusqu'au cou, qui a vendu des postes de ministre à prix d'argent, qui fait beaucoup d'argent dans cette affaire de vente d'anguilles. Qui allons-nous avoir? Des candidats qui sont financés par des sources occultes et qui n'osent pas dire qui les finance. Mais voyons. Et donc on va élire des gens sans prendre le temps de préparer des chantiers, sans prendre le temps de mettre sur pied des institutions qui soient au-delà des hommes. Mais non, on ne peut pas aller en élection comme ça. Le CPT peut bien publier un calendrier électoral, mais des chantiers qui doivent nous assurer de ne plus avoir de transition. Ces chantiers-là n'ont jamais été lancés, ils n'ont jamais été abordés, mais voyons. Nous ne pouvons pas aller en élection sans nous assurer que les gens du CPT, là, qui ont volé, qui ont détourné des fonds, rendent des comptes et soient éventuellement jugés et condamnés. Il faut en finir avec ces transitions qui ne sont pas des transitions, des gouvernements intérimaires. Pour cela, il faut avoir l'intégrité morale, l'intégrité intellectuelle de dire, écoutez, avant les prochaines élections, il nous faut une vraie transition, pas un gouvernement intérimaire, une transition qui revienne sur les chantiers qu'on n'a jamais abordés. On va en élection sous l'égide de quelle constitution? Une constitution qui a été mise de côté, foulée aux pieds pendant les 5 dernières années, mais voyons. On va en élection avec Didier Fils-Aimé,
qui volent, qui détournent, qui placent de l'argent dans des comptes offshore. Mais Didier Fils-Aimé, en tant que Premier ministre, n'aura pas la compétence, il n'aura pas la qualité constitutionnelle de convoquer le peuple en ses comices. Mais alors, nous allons en élection sous l'égide de quelle constitution? Vous dites, ah, mais ça, c'est un détail. Justement. Ce sont tous ces petits détails légaux qu'on a bafoués, sur lesquels on a marché, qui expliquent qu'on en soit encore là. Et tout ça favorise l'impunité, tout ça favorise la corruption, parce que, écoutez, il y a un accord, il y a une constitution, mais tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on organise des élections. Mais foutaise, il faut résister à cela. Le CPT a échoué, non seulement parce que le CPT a mis de côté, par sa faute, le bel accord qu'il avait signé, qu'il avait rédigé. Il a échoué parce que c'est un CPT qui a choisi d'être servile, qui essayait de décoder ce que voulaient les États-Unis, alors que les États-Unis vous laissaient toute la glace pour faire votre chose. Vous avez nommé un Gary Coney parce que vous pensiez que Gary Coney était l'homme de l'ambassade et vous êtes entré dans ce corridor de servitude avec les conséquences qu'on connaît. Rapidement, Gary Coney s'est révélé être ce que tout le monde savait qu'il était, un farceur. Il s'est fait entourer comme ministre de la Justice quelqu'un qui était son avocat pour éviter qu'il n'ait des poursuites. Il est allé rencontrer le beau-frère de Michel Martelly, Kiko, qui est corrompu, qui est accusé de trafic de drogue, mais il l'a rencontré en cachette. Lui non plus n'a respecté aucun point de l'accord. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. On a congédié Gary Coney pour le remplacer par quelqu'un qui est pire que Gary Coney, Didier Fils-Aimé. Et les gens du CPT ont nommé Alix Didier Fils-Aimé de la même manière qu'ils avaient couronné Gary Coney. Ils n'ont pas fait appel. Ils n'ont pas analysé des dossiers de candidature. Et je vous l'ai dit, j'ai parlé à 3 d'entre eux lorsque j'ai dit, mais le gars n'a pas de CV, il n'a pas d'expérience en matière de gestion, vous le nommez Premier ministre. Vous dites, ah mais vous savez, c'était le frère de l'autre. Et des gens de la communauté des affaires souhaitaient que ce fût Alix Didier Fils-Aimé. Quand on dit des gens de la communauté des affaires, on parle d'un gars comme Dib. Le très corrompu, le très détestable Dib, assassin aussi de surcroît. Mais puisque les Dib de ce monde, donc la communauté du secteur des affaires souhaitait Didier, mais on l'a nommé. Donc, vous voyez, c'est ce qui arrive quand on met de côté ses propres règles. Le CPT a échoué aussi parce que rapidement on a découvert que les membres du CPT n'étaient pas là pour servir la nation. Ils étaient là pour se servir. Les amis, imaginez que si vous prenez le temps de regarder le budget que ces gens-là, le budget de fonctionnement, que Fritz Alphondian, économiste, que Leslie Voltaire, ministre 2 fois plutôt qu'une, qu'Edgar Leblanc, ancien président du Sénat, que Gérald Gilles, n'est-ce pas, ancien sénateur, que Verthilaire, ancien juge. Si vous prenez le temps de regarder le budget de fonctionnement qu'ils ont voté, vous verrez que mais ce sont des gens qui sont pris dans une telle précarité existentielle qui sont allés jusqu'à voter un poste budgétaire pour mettre de la bouffe dans leur frigidaire chez eux. Imaginez les amis, vous êtes à la tête de l'État et l'un des postes budgétaires que vous votez, sans en avoir honte, c'est de dire voici la quantité de gourdes qui doit nous être allouée pour pouvoir mettre de la bouffe chez nous. Alors là, rapidement, vous avez compris que c'est des gens qui allaient passer toute leur gouvernance à poser des actions afin d'échapper à la précarité existentielle. Et là, ça nous permet de lancer une mise en garde. Je vois des noms qui circulent. Ah oui, mais celui-là, il explique bien les choses. Celui-là, mais il connaît bien l'histoire. Celui-là, il critique bien.
On ne fait pas de révolution avec quelqu'un dont la principale motivation, c'est d'échapper à la précarité. Quelqu'un qui a faim aujourd'hui, qui n'arrive pas à mettre de la bouffe dans son frigo, pas par sa faute. Quelqu'un qui n'arrive pas à se payer une carte pour faire fonctionner son cellulaire. Même s'il a les meilleures idées du monde, s'il parvient à la tête de l'État, imaginez quelqu'un qui n'arrive pas à manger à sa faim, donc qui dépend des autres pour manger, qui n'arrive pas à se payer son cellulaire, qui dépend des autres pour payer son cellulaire. Si vous lui confiez les moyens de l'État, faites-moi confiance, la première action qu'il va poser, c'est de s'assurer de ne plus revenir à ces situations de précarité. Vous allez voir, il va commencer par détourner des fonds, il va nommer sa famille, il va littéralement s'offrir, n'est-ce pas, tout ce qu'il ne pouvait pas s'offrir avant, maintenant qu'il est chef. On a rapidement découvert que les motivations du CPT, d'ailleurs, si vous regardez les gens du CPT, c'est des gens qui étaient au chômage pendant les 20 dernières années. Chômage maquillé, de consultation, machin, mais c'est des gens qui n'avaient pas un revenu stable, un revenu permanent pendant ces 20 dernières années. Et là, vous leur offrez sur un plateau de gérer les ressources de l'État. Mais ils vont les voler pour leur propre fin, ces ressources de l'État. Alors faites attention, aux noms qui circulent là pour le prochain 7 février. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui a une grande gueule, qui dénonce les États-Unis, qui dénonce la France. Non, non, les amis. C'est Thomas d'Aquin qui disait avec raison, il faut un minimum de biens pour pratiquer la vertu. J'aime toujours l'illustrer de cette manière. Si vous placez quelqu'un qui a faim dans une boulangerie et qu'il reste dans cette boulangerie, qu'il flaire l'odeur du pain, qu'il regarde autour de lui, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui le surveille pour l'empêcher de prendre le pain. La question, ce n'est pas est-ce qu'il va prendre le pain, la question, c'est quand est-ce qu'il va le prendre. La nature humaine est ainsi faite, les amis. Il faut un minimum de biens pour pratiquer la vertu. Il ne s'agit pas de dire, lui, il ne volera jamais. Non. Tout le monde finit par voler lorsque le primum vivere n'est pas satisfait. Et là, je ne suis pas le premier à le dire. Thomas d'Aquin l'a dit au Moyen-Âge. Maslow, dans son échelle des besoins humains, l'a redit. Pour pratiquer la vertu, il nous faut un minimum. Lorsque vous avez des gens qui parviennent au pouvoir, qui n'avaient même pas ce minimum, eh bien, dès qu'ils parviennent au pouvoir, ils vont s'assurer d'avoir plus que le minimum. Ils vont aller chercher le maximum. Vous pouvez comprendre pourquoi Fritz détourne des fonds. Pourquoi Leslie Voltaire détourne des fonds. Pourquoi même Edgar Leblanc détourne des fonds. Pourquoi tout le monde détourne des fonds. Pourquoi même Mario André-Sol, secrétaire d'État à la sécurité, reçoit, me dit-on, 10 millions de gouttes par mois. Il ne faut rien. Pourquoi? C'est des gens qui vivaient une précarité existentielle et à qui on a offert les ressources de l'État, eh bien, réflexe humain, très humain. Disait Thomas d'Aquin, réflexe humain, très humain, disait, n'est-ce pas, Maslow, on va s'assurer d'avoir le minimum vivere avant de penser aux autres. Le CPT a échoué parce que le CPT s'est livré aux mêmes pratiques de toujours. Fritz-Alphonse Jean reprochait à Ariel Henry d'investir telle somme d'argent dans la célébration du 18 mai. Il est l'économiste, il a fait la démonstration, voici combien d'argent Ariel Henry investit dans machin. Il devient membre du CPT, coordonnateur du CPT, il dépense encore plus d'argent qu'Ariel dans la célébration du 18 mai, mais pire, personne n'a vu les traces de cet argent. Le gars, il est membre du CPT, anti-duvalieriste, etc., qui reprochait à Jean-Claude Duvalier d'avoir profité des ressources de l'État pour se faire plaisir.
à l'anniversaire de Fridjan, on dépense des milliers de dollars. On parle de 20 à 30 000 dollars américains pour célébrer son anniversaire. Mais on s'en fout de votre anniversaire. Tout ça, de l'argent tiré de la caisse de l'État. Ces gens-là vous parlent de changement de gouvernance. Ils se votent un budget pour les services de renseignement de l'État. Ils se partagent ce budget entre eux, chacun puise dans ce budget de renseignement pour payer des services privés de sécurité. Et vous comprenez pourquoi l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a accusé Fridjan d'avoir mêlé avec les gangs. Quand on dit gang, on ne parle pas nécessairement de vivre ensemble. Ceux qui assurent la sécurité de Fridjan ne sont pas de la police nationale. C'est un groupe particulier qui n'a pas de permis d'armes. Et les armes dont on se sert pour assurer la sécurité de Fridjan, ces armes-là viennent de la Chine. Mais la police nationale n'est même pas au courant et Fridjan ne fait pas les choses selon les normes. Pourquoi selon vous? Parce que ces gens-là retournent aux mêmes pratiques d'antan. Mais ça explique. On ne peut pas espérer des résultats différents quand on pose les mêmes actions et dans les mêmes circonstances. Remarquez, autre chose. Ah oui, Fridjan, Leslie Voltaire, Edgar Leblanc critiquaient Ariel d'avoir inondé, d'avoir infesté les représentations diplomatiques haïtiennes de gens incompétents. Ils parviennent au pouvoir, ils font pire qu'Ariel. Il y a un consulat qui était conçu pour avoir quelque chose comme 8 membres. Ce consulat en a 38. Il y a une ambassade qui était conçue pour avoir quelque chose comme une trentaine d'employés. Tenez-vous bien, l'ambassade en a maintenant 300. Et ça, c'est pas Ariel qui le fait, là. Vous regardez les nominations des diplomates, nominations opérées pendant la gestion du CPT, pendant la gestion de Fridjan, l'apôtre de la nouvelle gouvernance, pendant la gestion de Leslie Voltaire, l'apôtre, n'est-ce pas, du gauchisme. Ils font précisément comme tous les politiciens ont toujours fait, ils ont nommé des petits amis. D'anciens amis de la Valace, d'anciens amis d'école, d'anciens amis qui étaient eux aussi au chômage, en sorte que la question de la compétence a été mise de côté au profit de la partisanerie, au profit de l'amitié. Mais c'était écrit dans le ciel qu'ils allaient échouer. Ensuite, il lance cette question de chantier, de réforme de la Constitution. Waouh, il nomme un ancien Premier ministre qui n'avait rien foutu. Autour de cet ancien Premier ministre, il nomme des gens qui n'ont jamais procédé à cet exercice-là, qui n'ont pas, disons-le, des compétences pour beaucoup d'entre eux pour être sur un comité de travail sur le projet d'une nouvelle constitution. Et là, c'est la 3e fois qu'on fait l'exercice. Une fois, c'est un ancien député qui a fait l'exercice et qui dépose un projet de réforme. Une autre fois, c'est Jovenel Moïse qui avait dépensé des millions de dollars pour qu'on fasse une réforme de la Constitution. Et sans tenir compte de ces 2 travaux précédents, le CPT a balancé des millions de dollars pour un projet de réforme de constitution. Et dès que le projet a été déposé, le CPT n'est même pas foutu de prendre acte du nouveau projet de constitution, ils l'ont balayé. Donc ces millions de dollars qui ont été dépensés ont été jetés à la fenêtre pour enrichir des petits amis. Ça s'appelle abus de pouvoir, les amis. Alors, une fois
qu'on dit ça, vous comprenez pourquoi le CPT a échoué. Mais pire, dans l'accord, le CPT a dit la première préoccupation de la population, c'est la question de la sécurité. On avait critiqué avec raison la ministre d'Ariel Henry, Emily Prophète, moi j'appelle ça une ministre imbécile, ministre d'Angry en créole, qui est allée dire sur un plateau de télévision, les zones qui sont désormais sous le contrôle des gangs sont des territoires perdus. Donc ils ne font plus partie du territoire sur lequel l'État a prise. L'État a perdu sa prise, son contrôle. Mais c'est ça l'État. Quand on dit l'État, on parle de quoi? On parle d'une autorité légitime, d'un gouvernement qui s'établit sur une population et sur un territoire. Et on parle d'État dans la mesure où l'État a le contrôle effectif de son territoire. Parce que l'État doit toujours avoir le monopole légitime de la violence sur le territoire. Et là, vous êtes ministre de la Sécurité publique et de la Justice, vous êtes allé dire sur un plateau, les zones qui sont contrôlées par l'État, enfin par les gangs, nous ne ferons aucun effort pour les recouvrer, c'est des territoires perdus. Mais si vous regardez la superficie de Port-au-Prince et de l'Artibonite, le fait est que le CPT a perdu beaucoup plus de territoire que Ariel Henry n'en avait perdu aux mains des gangs. Alors, pourquoi? Parce que la question de la sécurité n'a jamais été au cœur de la préoccupation, des préoccupations du CPT. C'est des gens qui aiment les privilèges sans les responsabilités. C'est des gens qui font valoir leurs droits, qui se prévalent de leurs droits, mais sans se rappeler que tout droit est assorti de responsabilité. Alors, si je m'intéresse aux causes des échecs du CPT, c'est pour lancer une mise en garde, les amis. Je vous reviens après avec ces mises en garde-là. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Si je me suis intéressé aux causes, et encore une fois, on ne fait que commencer, on est encore dans du journalisme, puisque le CPT est au pouvoir, donc on n'a pas tout dit, et on ne peut pas tout dire non plus en une heure, c'est pour vous lancer une mise en garde. La première mise en garde, peu importe la formule qui sera retenue après le 7 février, je vous ai déjà dit, cette formule-là ne sera pas entièrement nationale, ne nous mentons pas là. On parvient au pouvoir en Haïti de 3 façons, 3. Une fois par des élections, seul le premier Aristide a été élu légitimement, le deuxième ne l'a même pas été. Préval ne l'a pas été. Une fois par des élections, 2 fois, deuxième fois, n'est-ce pas? Donc, plus souvent qu'autrement, c'est par la force. Et ça, c'est pendant tout le 19e siècle. Des groupes armés s'approchent du palais, renversent le président en exercice et s'installent. Et on n'est pas prêt à faire ça, pas aujourd'hui en tout cas. On ne peut pas s'imposer par la force, non. C'est une mission de kamikaze que d'imaginer ça. Et la troisième façon, c'est que des étrangers doivent vous installer. C'est clair. Nous avons perdu notre souveraineté par notre faute. Je reprends. Peu importe la formule qui sera retenue après le 7 février, ce ne sera pas une formule nationale, ne nous mentons pas. Cette formule, même si elle est préparée par des nationaux pour s'imposer, aura besoin d'un coup de pouce de l'aval de la communauté des nations malveillantes. Entendons l'ambassade américaine ou le département d'État ou l'ambassade du Canada, etc. Ça ne me réjouit pas. Mais je n'ai pas le droit de vous dire ce qui me réjouit. J'ai le devoir de vous dire ce qui va se faire. Donc,
Peu importe la formule qui sera retenue, nous devons nous assurer que l'exécutif sera installé en même temps qu'une commission de contrôle de l'action gouvernementale. Autrement, on va récolter et essuyer les mêmes échecs que le CPT. Donc, première mise en garde, première leçon à retenir, peu importe la formule de sortie de crise ou peu importe l'option qui sera retenue après le 7 février, l'exécutif doit être installé en même temps que la commission de contrôle de l'action gouvernementale et il faut que ce soit clair, par des mécanismes clairs, que la commission de contrôle de l'action gouvernementale a le droit de révoquer l'exécutif si l'exécutif est pris en flagrant délit de corruption ou de violation de l'accord qu'il aura mis en place. Deuxième mise en garde, deuxième leçon à retenir. Évitons de mettre au pouvoir des gens qui sont dans la précarité existentielle. Il faut un minimum de biens pour pratiquer la vertu. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes, il ne suffit pas d'avoir des discours, il ne suffit pas d'avoir une posture. Quelqu'un qui a faim aujourd'hui, malheureusement, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas à, si vous voulez, combler ses fins de mois, comme on dit. Il parvient au pouvoir, vous lui donnez les ressources de l'État, l'humain est ainsi conçu que ses premières actions vont être posées en vue d'échapper à une précarité existentielle. Ce n'est pas moi qui le dis, Thomas d'Aquin. Il faut un minimum de biens pour pratiquer la vertu. Ne confiez pas les ressources de l'État à des gens qui n'ont même pas ce primum vivere. Troisième mise en garde. Si on ne veut plus qu'il y ait un gouvernement intérimaire à chaque fois qu'il doit y avoir des élections, il faut prendre le temps de faire une bonne transition. À date, on n'a pas fait de transition. On n'a que des gouvernements intérimaires, mais on sait les chantiers qu'on doit lancer si on veut avoir une transition. Mais si on va en élection, sous l'égide de quelle constitution? On ne peut pas entrer en élection parce que Moïse Jean-Charles, Claude Joseph et les autres veulent des élections, on s'en fout. Ces gens-là n'ont pas le monopole de la pensée haïtienne. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on a échoué 2 fois qu'on est condamné à échouer si on fait les choses autrement. Ça, c'est la troisième mise en garde. Prendre le temps de faire les bonnes choses de la bonne manière. Et on le fait justement avec le recul. Quatrième mise en garde. Si l'on ne veut plus avoir des gens comme des gens du CPT au pouvoir, il faudra que la prochaine équipe en place fasse l'audit de la gestion du CPT, poursuivre aux besoins les membres du CPT pour leur gabegie et leur corruption. Aussi longtemps qu'on ne considérera pas la question de l'impunité, qui est, si vous voulez, la mère de la corruption. Il y a corruption parce que les gens qui sont corrompus restent impunis. Aussi longtemps qu'on ne va pas s'intéresser à la question de l'impunité pour tuer la corruption, à chaque fois que quelqu'un va prendre le pouvoir, il va atteindre des sommets de corruption parce qu'il est d'abord sûr qu'il ne sera pas puni. Je vous ai lancé des mises en garde, vraies, des mises en garde sincères. Faisons-en quelque chose. Prouvons que nous n'avons pas un chromosome autodestructeur. Mais prouvons que nous pouvons faire autre chose de cette terre de Dessalines que de la gabegie, que de la corruption. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Poursuivez la réflexion, chers amis. Je suis conscient de n'avoir pas tout dit dans cette nomenclature des causes de l'échec du CPT. Je suis conscient de n'avoir pas lancé toutes les mises en garde. Mais restons vigilants. V en haut, V en bas, comme on dit en créole.
Les politiciens haïtiens n'en ont pas contre le vol, ils en ont contre les voleurs, car eux-mêmes ils volent. Les politiciens haïtiens n'en ont pas contre les corrompus, contre la corruption, ils en ont contre les corrompus. Pourquoi lui et pas moi? Alors veillons pour que cela ne se reproduise plus. Bonne semaine les amis, au revoir.